Bien avant l'existence des grands reptiles du Mésozoïque, les mers du Dévonien tardif avaient déjà produit des prédateurs qui semblaient conçus pour inspirer la peur. Dans ce monde ancien, avec des continents qui se regroupaient lentement et des océans chauds couvrant de vastes plateformes peu profondes, un groupe de poissons cuirassés dominait le paysage, les placodermes. Parmi eux, aucun n'atteignit la notoriété ni la puissance du Dunkleosteus, un animal combinant taille, armure et un système de morsure capable de broyer comme une presse. Le Dunkleosteus n'était pas un monstre au sens fantastique du terme. C'était un poisson réel, avec une anatomie précise et efficace, résultat de millions d'années de sélection naturelle dans un écosystème compétitif. Il a vécu approximativement il y a 372 à 358 millions d'années, durant le Dévonien tardif, une époque connue pour la diversification des poissons et des mers remplies de formes étranges. Ces restes ont été découverts dans des sédiments qui furent autrefois des mers intérieures, comme celles qui recouvraient une partie de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, notamment dans des formations associées à l'ancienne mer de l'Ohio et des régions voisines. Ce qui rend le Dunkleosteus inquiétant, c'est d'abord sa tête blindée. Contrairement à un requin moderne, dont la principale défense est la vitesse et la peau dentelée, le Dunkleosteus portait une cuirasse de plaques osseuses, particulièrement robuste sur le crâne et la partie antérieure du corps. Ce blindage fonctionnait à la fois comme casque et bouclier, protégeant les zones vitales lors de chocs ou d'affrontements avec de grandes proies dangereuses. Ce n'était pas une armure fine, c'était un ensemble de plaques articulées avec des bords et des surfaces conçues pour résister aux impacts dans un milieu où frapper, mordre et résister faisaient partie du quotidien pour survivre. Mais l'armure n'était pas l'élément le plus décisif. Ce qui était réellement redoutable se trouvait dans la bouche. Le Dunkleosteus n'avait pas de dents comme celles d'un requin ou d'un reptile. À la place, il possédait des plaques osseuses tranchantes qui fonctionnaient comme des lames auto-affûtantes. Ces structures, situées dans les mâchoires, n'étaient pas de simples bords coupants. En refermant la bouche, les surfaces glissaient et s'ajustaient de manière à maintenir un tranchant efficace. Le résultat était un outil de coupe et de fracture capable de traverser les tissus, de fendre les os et d'ouvrir les armures naturelles d'autres animaux marins. La mécanique mandibulaire du Dunkleosteus était également exceptionnelle. Son crâne et son système d'articulation lui permettaient d'ouvrir rapidement la bouche et de générer une force de fermeture remarquable. Cette combinaison en faisait un prédateur apte à l'attaque par embuscade ou par irruption soudaine. Dans un océan à visibilité variable, où les récifs et les plateformes marines offraient des cachettes, un chasseur capable de tirer sa bouche et de refermer comme un piège avait un avantage clair. Il ne s'agissait pas seulement de mordre, il s'agissait d'intercepter et de neutraliser en une fraction de seconde. La taille du Dunkleosteus reste encore sujette à estimation, car, comme pour de nombreux animaux fossiles, le corps complet n'est pas toujours conservé. Une grande partie de ce que l'on connaît provient du crâne et du thorax blindé. Néanmoins, les reconstructions s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un animal grand pour son époque, avec une présence dominante dans la chaîne trophique marine. Au Dévonien, il existait déjà des poissons rapides, des requins primitifs et une variété de proies, allant des poissons osseux à d'autres placodermes. Le Dunkleosteus se situait au sommet de ce système comme un prédateur capable d'attaquer des proies de taille considérable, même des rivaux dotés de leur propre défense. Un détail rend son histoire encore plus inquiétante. Les preuves de morsures et de restes partiellement consommés associés aux placodermes et autres poissons indiquent un comportement prédateur actif et non simplement charognard. Le Dunkleosteus pouvait couper et fragmenter, suggérant des stratégies alimentaires efficaces pour gérer des proies dures ou grandes. Un animal qui n'a pas besoin d'avaler entier, mais qui peut découper, exploite mieux la nourriture et réduit le risque de perdre sa proie pendant la capture. De plus, cette capacité ouvre la porte à un comportement agressif dans les disputes pour le territoire ou les ressources, ce qui, chez les prédateurs modernes, est souvent aussi important que la chasse elle-même. Hélicoprion. À la transition entre le Paléozoïque tardif et le début du Mésozoïque, lorsque les mers étaient encore la grande scène évolutive de la planète, apparurent des prédateurs sans équivalent aujourd'hui. Dans ce monde marin antérieur aux grands reptiles océaniques, l'hélicoprion occupait une place particulière.
non seulement par sa taille, mais par une structure anatomique si étrange que, pendant des décennies, elle fut interprétée de manière contradictoire. Sa renommée provient d'un élément spécifique, presque impossible à oublier une fois vu, une spirale de dents ressemblant à un instrument mécanique, comme si la nature avait expérimenté une machine de coupe dans la bouche. L'hélicoprion était un poisson cartilagineux apparenté de façon lointaine aux requins et aux raies, bien qu'il appartenait à une lignée ancienne, aujourd'hui éteinte, des Eugénéodontidés. Il vécut principalement au Permien, avec des traces s'étendant jusqu'au Trias inférieur, soit approximativement entre 290 et 250 millions d'années. Autrement dit, il dominait des mers qui existaient avant la plus grande catastrophe biologique connue, l'extinction massive de la fin du Permien, lorsque la majeure partie de la vie marine s'effondra. Que cet animal ait prospéré à cette époque indique que son design, aussi étrange soit-il, était efficace. La clé est de comprendre ce qu'était cette scie en spirale. Ce n'était ni une corne, ni une nageoire, ni une arme externe. C'était une structure dentaire unique, une rangée de dents qui, à mesure que l'animal grandissait, ne se remplaçait pas comme chez de nombreux requins modernes, mais s'accumulait en une sorte de rouleau, formant une spirale compacte. Pendant des années, les paléontologues ont débattu de sa localisation exacte. On proposa qu'elle pouvait se trouver dans la mâchoire supérieure, inférieure, voire à l'extérieur du museau comme un appendice. Cette incertitude n'était pas arbitraire. Elle résultait du fait que, étant un poisson à squelette cartilagineux, l'hélicoprion se fossilisait rarement en entier. Ce qui se conserve le mieux, ce sont ces spirales dentaires minéralisées, retrouvées isolées, comme des pièces d'un puzzle. Avec le temps, les reconstructions les plus acceptées placèrent la spirale dans la mâchoire inférieure, logée dans une cavité protégeant la base du rouleau et laissant exposer les dents fonctionnelles sur le bord de la bouche. Le mécanisme, en termes simples, aurait permis qu'en refermant la mâchoire, la spirale agisse comme un couteau coulissant. Les dents, au lieu de se planter vers l'intérieur comme des crocs, pouvaient couper et entraîner les tissus vers la gorge, tandis que les dents plus anciennes restaient rangées à l'intérieur du rouleau. La bouche n'était donc pas un piège à pointe, mais un outil de coupe continue. Cette différence change complètement le type de proie que l'hélicoprion pouvait exploiter. Il n'était pas le prédateur typique arrachant des morceaux à répétition sur une grande proie. Son appareil dentaire suggère une spécialisation vers des proies au corps relativement mou ou modérément résistants, comme des céphalopodes à coquilles, des poissons à chair ferme et des animaux marins nécessitant une découpe rapide. Dans les mers permiennes, les céphalopodes étaient abondants. Un prédateur capable de couper, fracturer et canaliser la nourriture vers la bouche sans mouvement prolongé avait un avantage énorme, moins de temps de lutte, moins de risque de blessure, plus d'efficacité énergétique. L'aspect terrifiant de l'hélicoprion ne dépend pas seulement de la scie. Il tient aussi à son rôle de chasseur dans un océan où la visibilité pouvait être limitée et la concurrence intense. Ce n'était pas une mer vide. Il cohabitait avec d'autres poissons cartilagineux, de gros poissons osseux, des amphibiens marins et une diversité d'invertébrés formant des chaînes alimentaires complexes. Dans ce contexte, un animal avec un appareil alimentaire aussi spécialisé suggère une niche claire et dominante. La spécialisation est souvent une arme à double tranchant, mais quand elle fonctionne, elle fait de son porteur un expert pour tuer et se nourrir d'une manière que d'autres ne peuvent pas reproduire. Phorus racidae, les oiseaux de la terreur. Au Cénozoïque, surtout en Amérique du Sud, un groupe d'oiseaux coureurs occupa le rôle de superprédateurs terrestres pendant des millions d'années. Ils sont connus sous le nom de Phorus racidae, et le surnom populaire n'est pas anodin, oiseaux de la terreur. Ces oiseaux n'étaient pas des charognards occasionnels ni des prédateurs mineurs. Dans certains écosystèmes, ils constituèrent la pièce la plus dangereuse de la faune terrestre, des animaux adaptés pour poursuivre, abattre et tuer des proies avec une efficacité aujourd'hui difficile à associer à un oiseau. Leur histoire se déroule dans un contexte géographique clé. Pendant une grande partie du Cénozoïque, l'Amérique du Sud était isolée comme un continent-île. Cet isolement permit à la faune d'évoluer de manière particulière. Alors que dans d'autres continents, les grands mammifères carnivores dominaient le rôle de prédateurs, en Amérique du Sud, il existait des alternatives, marsupiaux carnivores, certains mammifères ongulés étranges, et au sommet, à certaines périodes et régions,
ces oiseaux géants. Les Phorus racidae apparurent après l'extinction massive de la fin du Crétacé et se diversifièrent surtout durant le Paléogène et le Néogène, depuis des dizaines de millions d'années, avec une forte présence au Miocène. Il existait plusieurs espèces et tailles, certaines relativement petites, d'autres énormes. À l'extrême, certains représentants atteignaient des hauteurs allant de 2 à presque 3 mètres, selon les reconstructions et les espèces, avec des corps robustes, un cou puissant et des pattes conçues pour courir et frapper. Ils n'étaient pas capables de voler. Leurs ailes étaient réduites ou transformées en structures auxiliaires pour l'équilibre, l'intimidation ou même la manipulation de la proie. Ce qui les rend inquiétants d'abord, c'est le crâne. Contrairement au crâne léger de nombreux oiseaux modernes, celui des oiseaux de la terreur était massif, avec des os renforcés et un bec grand, courbé et puissant. Le bec n'était pas un accessoire, il constituait le centre de leur méthode de chasse. Chez ces oiseaux, le bec fonctionnait comme une combinaison de crochets et de haches. Sa forme suggère qu'ils pouvaient accrocher, déchirer et appliquer une force d'impact, frappant vers le bas avec le cou comme une masse contrôlée. Ils n'avaient pas besoin de dents. Le bec faisait le travail pour pénétrer et déchirer les tissus, tandis que le cou et la musculature contrôlaient le mouvement et la puissance. Cette anatomie correspond à un style de prédation brutal mais fonctionnel. L'image la plus plausible n'est pas celle d'un oiseau picorant comme une aigrette, mais d'un chasseur qui poursuit, atteint sa proie et la neutralise par des coups répétés avec le bec et le poids du corps. Une fois la proie blessée ou assommée, le bec peut déchirer et ouvrir, et la force du coup peut achever. De plus, les pattes n'étaient pas seulement pour courir, elles étaient des armes. Avec de grandes enjambées et une musculature puissante, elles pouvaient frapper, pousser, déséquilibrer ou immobiliser. Chez les animaux modernes, comme les autruches ou les casoars, les pattes sont déjà dangereuses. Chez une grande Phorus racidae, ce danger se multiplie. L'environnement dans lequel ils vécurent contribue également à leur profil. Vastes plaines, forêts ouvertes, mosaïques d'habitats où une course courte pouvait décider de la chasse. L'Amérique du Sud abritait des proies variées, petits et moyens mammifères, certains ongulés natifs aujourd'hui disparus, grands rongeurs, animaux avec peu de défense face à un attaquant rapide et haut. Pour une proie, affronter un prédateur qui ne traque pas au ras du sol mais qui arrive d'en haut avec un bec frappant comme un marteau change la logique de survie. Le point d'impact se situe au niveau du dos, du cou ou de la tête. La proie ne lutte pas contre une morsure latérale, mais contre une série d'impacts verticaux et de tiraillements. Dans le groupe, il y avait des différences notables. Certaines espèces plus petites chassaient probablement des proies petites, avec des stratégies plus rapides et maniables. Les formes grandes, en revanche, étaient adaptées pour dominer. Chez elles, le rapport entre grand crâne et corps puissant suggère que le cou était central. Les proportions osseuses et la résistance structurelle du crâne ont été étudiées pour inférer comment les forces étaient appliquées. Bien que l'on ne puisse pas voir la chasse dans le registre fossile, la biomécanique permet une conclusion générale. Ce étaient des oiseaux préparés à infliger des dégâts de manière répétée sans casser leur bec, et cela exigeait une conception très spécifique. Le caractère terrifiant des oiseaux de la terreur provient aussi de leur rôle écologique de prédateurs au sommet dans un continent qui, pendant une grande partie de son histoire cénozoïque, n'avait pas de grands félins, canidés ou ours comme dans l'hémisphère nord. Cela signifie qu'à certains moments, ces oiseaux ne concurrençaient pas avec un équivalent mammifère direct. Ils pouvaient chasser et occuper de vastes territoires sans qu'un carnivore similaire ne les déloge. Ce pouvoir n'était pas éternel, mais il fut suffisant pour les consolider comme l'une des lignées prédatrices les plus réussies de leur monde. Platybelodon. Dans l'imaginaire populaire, les proboscidiens préhistoriques se résument souvent en un mot, mammouth. Mais la lignée des anciens éléphants fut beaucoup plus large, expérimentale et étrange que ne le suggère cette image. Au Miocène, lorsque de vastes zones de la planète changeaient avec l'expansion de milieux plus ouverts et la réorganisation des forêts et des savanes, apparurent des proboscidiens aux anatomies aujourd'hui presque impossibles. Parmi eux, le platybelodon se distingue par une caractéristique qui le rend inquiétant même sans exagération. Une mâchoire inférieure allongée et aplatie, équipée d'incisives formant une sorte de pelle.
Le platybélodon a vécu approximativement entre 15 et 4 millions d'années, durant le Miocène moyen et tardif, avec des fossiles découverts dans des régions d'Eurasie, y compris des zones correspondant aujourd'hui à la Chine et d'autres parties du continent. À cette époque, le monde n'était pas une copie de l'actuel, les climats étaient différents, les écosystèmes en transition et de nombreux grands mammifères exploraient de nouvelles formes d'alimentation. Les proboscidiens, en particulier, semblaient posséder une plasticité évolutive remarquable. Des espèces apparaissaient avec des défenses supérieures et inférieures de multiples formes, des adaptations dentaires pour feuilles ou herbes, et des corps conçus pour vivre dans des zones humides, des forêts ou des plaines. À première vue, le platybélodon n'est pas terrifiant comme un prédateur. Il n'était pas chasseur. Son inquiétude provient d'ailleurs. L'idée d'un animal énorme doté d'une force physique colossale, équipé d'une structure crânio-mandibulaire semblable à un outil de construction. Dans un environnement où cohabitaient de grands carnivores et des proies massives, un herbivore pouvait être aussi imposant qu'un prédateur, et une rencontre rapprochée avec un animal de plusieurs tonnes, capable de déplacer des troncs et d'arracher de la végétation avec une mâchoire pelle, n'était nullement inoffensive. La mâchoire inférieure du platybélodon était allongée et se terminait par une plateforme large. Ses incisives inférieures fonctionnaient comme un bord tranchant. Pendant longtemps, on débattit de son usage exact. L'image de pelle n'est pas une simple métaphore. La forme suggère une adaptation pour couper, racler ou récolter de la végétation. Il ne s'agissait pas de creuser comme une taupe géante au sens strict, mais d'interagir mécaniquement avec les plantes, détacher des pousses, couper des tiges, écorcer ou arracher de la végétation aquatique ou riveraine. Cette mâchoire était, en essence, un outil intégré au corps. La trompe, comme chez d'autres proboscidiens, était également centrale. La trompe ne sert pas seulement à boire ou respirer, c'est un bras musculaire capable de manipuler l'environnement. Chez le platybélodon, la trompe aurait travaillé en coordination avec la mâchoire, saisir, tirer, positionner, puis couper ou racler. La scène plausible est celle d'un animal au bord d'un marais ou dans une forêt ouverte, utilisant la trompe pour rapprocher branches ou plantes et la mâchoire inférieure pour les sectionner comme s'il écimait la matière végétale. Ce type d'alimentation n'est pas agressif, mais implique une puissance corporelle immense, car couper de la matière végétale dure exige force et contrôle. La dentition supérieure participait aussi. Le platybélodon possédait des défenses supérieures, bien que pas nécessairement aussi longues ou courbées que celles d'autres proboscidiens connus. La combinaison de défenses supérieures et de la pelle inférieure forme un ensemble d'outils. Les défenses peuvent aider à écarter branches, se défendre ou manipuler des objets, tandis que la mâchoire inférieure réalise le travail principal de coupe et de collecte. La bouche, chez ces animaux, n'était pas simplement un lieu pour mâcher. C'était une station de traitement, un point où la nourriture entrait déjà partiellement préparée par la trompe et les structures osseuses. L'environnement du Miocène, avec des forêts en recul dans certaines régions et l'expansion de zones plus ouvertes ailleurs, favorisa la diversification des stratégies alimentaires. Le platybélodon est souvent associé à des milieux où la végétation comprenait plantes riveraines et matières ligneuses, bien que les interprétations varient selon les sites et espèces proches. Ce qui importe ici, c'est que son anatomie suggère une vie liée à l'obtention efficace de grandes quantités de nourriture. Un animal de cette taille doit manger pendant une grande partie de la journée. La pelle n'était pas un ornement. C'était un moyen d'accélérer le travail, d'élargir la gamme de végétation exploitable et de concurrencer d'autres herbivores pour les ressources. Et là apparaît l'inquiétant. Dans un écosystème réel, les grands herbivores ne sont pas passifs. Sa taille les rend vulnérables et ils développent donc des comportements défensifs. Un proboscidien, même moderne, peut être extrêmement dangereux s'il se sent menacé. Chez le platybélodon, la masse corporelle et la puissance des muscles du cou et de la trompe en feraient un adversaire sérieux pour tout carnivore de son époque. Si un prédateur s'approchait trop, la défense pouvait inclure des charges, des coups de trompe, des poussées avec la tête ou des impacts avec les défenses. Et, bien que la mâchoire inférieure soit adaptée pour couper les plantes, sa rigidité et son bord pouvaient également servir dans un choc frontal, non comme couteau, mais comme structure dure et large, accompagnant l'impact du corps. Une autre couche de complexité provient de la perception humaine moderne.
le platybélodonte paraît antinaturel car il rompt la silhouette classique de l'éléphant. Cette étrangeté n'est pas triviale. Dans la préhistoire réelle, de tels animaux étaient normaux. Ils marchaient en troupeau, traversaient des cours d'eau, laissaient des traces profondes, modifiaient le paysage en se nourrissant. Un groupe de platybélodontes dans un marais pouvait abattre végétation basse, dégager les rives, ouvrir des sentiers, modifier le flux de sédiments. Ils n'étaient pas seulement consommateurs, ils étaient des ingénieurs écologiques. Et un ingénieur écologique de plusieurs tonnes n'a pas besoin d'être carnivore pour imposer le respect. Andreusarchus. Dans l'histoire des mammifères préhistoriques, certains noms sont devenus presque mythiques, non pas par la quantité de fossiles découverts, mais par le peu dont on dispose et le beaucoup que l'on en a déduit. L'Andreusarchus est l'un de ces cas. Sa présence dans l'imaginaire scientifique et populaire provient d'une découverte aussi rare qu'impressionnante, un crâne massif trouvé dans des sédiments de l'Éocène en Asie. À partir de ce seul point de départ, reconstruction et débat tentèrent de compléter le reste du corps, le mode de vie et le rôle écologique d'un animal qui, malgré les incertitudes, incarne l'idée d'un prédateur terrestre capable de rivaliser avec toute bête que l'on associe au passé lointain. L'Andreusarchus vécut durant l'Éocène, il y a approximativement 45 à 36 millions d'années, sur une planète plus chaude et humide qu'aujourd'hui. De vastes forêts couvraient de grandes régions et les mammifères étaient en pleine diversification. C'était un monde postérieur à l'extinction des dinosaures non aviens, mais encore éloigné de la faune moderne. Il existait des ongulés primitifs, d'étranges groupes aujourd'hui disparus, et des carnivores qui ne s'inscrivent pas toujours dans des catégories actuelles. L'Andreusarchus fut décrit à partir d'un crâne trouvé en Mongolie intérieure, dans le cadre d'expéditions du début du XXe siècle. Son nom honore l'explorateur Roy Chapman Andrews, figure célèbre de l'époque. Le crâne, à lui seul, est intimidant. Il est allongé, robuste, avec une boîte crânienne et une région faciale suggérant une musculature puissante dans la mâchoire. Les dents, notamment molaires et prémolaires, ne sont pas les dents fines typiques d'un carnivore spécialisé dans la découpe de viande comme un félin moderne. Elles présentent des surfaces aptes à broyer, et cela soulève une question cruciale. L'Andreusarchus était-il un prédateur pur, un charognard opportuniste, ou un animal capable de tout manger? La réponse la plus prudente est probablement un omnivore carnivore, un mammifère pouvant consommer de la viande, casser des os, manger des tissus résistants et même exploiter matière végétale ou ressources côtières si disponibles. Dans des écosystèmes complexes, cette flexibilité peut constituer un avantage énorme. Pendant des décennies, l'Andreusarchus fut présenté comme le plus grand mammifère carnivore terrestre, mais cette étiquette a été nuancée par l'incertitude. Le problème est simple. Seul un crâne est connu et sans squelette post-crânien, estimer la taille du corps reste un exercice avec marge d'erreur. Pourtant, le crâne permet d'inférer une grande échelle. Il ne s'agit pas d'un animal de la taille d'un loup, il était significativement plus grand, avec une tête qui proportionnellement appartenait à un mammifère de grande taille. La question est de savoir si cette taille se rapproche d'un grand ours, d'un petit rhinocéros ou d'un intermédiaire. Les reconstructions ont varié avec le temps justement selon le groupe auquel on le rattache. Initialement, il fut placé près des Mésonychidés, un groupe de mammifères carnivores éteints d'apparence vaguement lupoïde, mais avec des sabots qui dominèrent une partie du Paléogène. Cependant, des analyses ultérieures suggérèrent des liens plus proches avec les artiodactyles et avec la lignée qui, bien plus tard, donnerait naissance aux hippopotames et aux cétacés. Cela ne signifie pas que l'Andreusarchus ressemblait à un hippopotame. Cela signifie que dans l'arbre évolutif, ses traits pouvaient l'aligner avec ce grand groupe. Cette discussion est importante car elle conditionne comment imaginer son corps. Plus élancé et coureur, ou plus massif et lourd, apte à charger ou à parcourir de longues distances. Quelle que soit sa position exacte, l'inquiétant de l'Andreusarchus ne dépend pas de sa vitesse comme un guépard ou de son aspect de tank. Il dépend de sa capacité à exercer un contrôle dans un environnement où les proies n'étaient pas petites. À l'Éocène, existait une faune herbivore de taille considérable, ongulés primitifs et groupes aujourd'hui disparus pouvant atteindre de grandes masses. Un grand carnivore ou omnivore capable de déchirer, broyer et se battre pour la charogne ou la chasse aurait été une force écologique centrale.
Dans un écosystème moderne, un animal avec des mâchoires puissantes et un régime flexible peut déplacer d'autres prédateurs, voler des proies, monopoliser des carcasses et contrôler des territoires. La structure dentaire suggère autre chose, la possibilité de casser. Broyer n'est pas seulement mâcher, c'est appliquer une pression pour fracturer. Cela peut servir à consommer os, carapace, tissus durs ou même exploiter la moelle et les nutriments que d'autres ne peuvent atteindre. Une hypothèse a aussi été avancée d'un style de vie partiellement lié à des environnements côtiers ou fluviaux, exploitant des ressources comme animaux aquatiques ou charognes transportés par l'eau. Ce n'est pas une certitude, mais c'est compatible avec l'idée d'un grand omnivore opportuniste. Dans ce cas, l'Andrewsarchus aurait été comparable en fonction à certains grands mammifères actuels patrouillant les berges, consommant ce qu'ils trouvent et n'hésitant pas à attaquer si l'occasion se présentait. Titanoboa. Après l'extinction qui a clôturé le Crétacé et effacé de la carte les dinosaures non-aviens, la planète n'est pas restée vide ni adoucie. Au contraire, au Paléocène et au début de l'Éocène, la vie a commencé à occuper les espaces libérés avec une rapidité brutale. Les forêts tropicales se sont étendues, les rivières sont devenues des autoroutes biologiques et les prédateurs ont trouvé de nouvelles façons de dominer. Dans ce monde chaud, humide et étouffant, est apparu un serpent qui a poussé le concept de taille à son extrême. La Titanoboa, un animal capable de transformer tout un marécage en territoire de chasse. La Titanoboa a vécu il y a environ 60 à 58 millions d'années, à la fin du Paléocène, une époque où les températures globales étaient plus élevées qu'aujourd'hui. Ces fossiles ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui la Colombie, dans des dépôts de charbon associés à un environnement de forêts humides et de systèmes fluviaux anciens. Ce détail n'est pas mineur. Le charbon indique une productivité végétale énorme, un climat favorisant des forêts denses et une disponibilité constante en eau. La Titanoboa n'est pas apparue dans un désert ni une steppe. Elle est née dans un monde de canaux, de marécages et de jungles où l'eau faisait partie du paysage quotidien. Ce qui rend la Titanoboa particulièrement inquiétante n'est pas seulement sa longueur estimée, mais le fait que sa taille est liée à une réalité physique. Les serpents sont ectothermes, ils dépendent de l'environnement pour réguler leur température. Pour qu'un serpent atteigne une taille colossale et conserve une activité suffisante comme prédateur, le milieu doit être constamment chaud. La Titanoboa est donc un indicateur vivant d'un tropique paléocène offrant une chaleur constante, sans laquelle un tel animal aurait été inviable. Cela implique que son monde ne connaissait pas de nuit froide pour la freiner. C'était un scénario thermique idéal pour un serpent géant actif. La Titanoboa appartenait à la lignée des boas, c'est-à-dire des serpents constricteurs. Sa méthode de chasse ne dépendait pas du venin, mais de la force. Un grand constricteur n'a pas besoin de morsures profondes pour tuer. Il suffit de saisir, s'enrouler et appliquer une pression jusqu'à bloquer la respiration et la circulation sanguine. Chez un boa moderne de grande taille, cette force est déjà impressionnante. Chez la Titanoboa, cette force devient disproportionnée par pure échelle. Un corps plus long et plus épais implique une masse musculaire plus importante et une plus grande capacité à envelopper, fixer et écraser. L'environnement dans lequel elle vivait suggère également que la Titanoboa n'était pas seulement une chasseuse terrestre. Tout indique un mode de vie fortement associé à l'eau, similaire en partie à celui de l'anaconda moderne. Mouvements silencieux dans les canaux, embuscades depuis les rives, attaques depuis l'eau contre des proies approchant pour boire ou traversant des zones peu profondes. Dans une jungle marécageuse, l'eau n'est pas un obstacle, elle est une couverture. La Titanoboa pouvait disparaître sous la surface trouble et devenir une ligne de tension invisible. L'embuscade aquatique réduit le besoin de vitesse, car elle raccourcit le temps de réaction de la proie. Quand la proie détecte le danger, elle est déjà à portée de contact. Et que chassait un tel serpent au Paléocène? Le répertoire de proies potentielles incluait de gros poissons, tortues, crocodiliformes et mammifères primitifs. À cette époque existaient des crocodiliformes occupant déjà des niches de prédateurs, certains de taille considérable. La présence de la Titanoboa dans le même écosystème implique concurrence et, possiblement, prédation croisée. Un serpent de cette taille pouvait attaquer les juvéniles de grands reptiles aquatiques ou même affronter des adultes si l'occasion était favorable.
Chez les prédateurs modernes de marécage, comme les gros crocodiles et les anacondas, existent des interactions complexes et la taille définie qui domine. La titanoboa, par son échelle, aurait été un compétiteur réel, non un acteur marginal. Son anatomie reflète cette condition. Les fossiles de la titanoboa consistent généralement en vertèbres, et chez les serpents, les vertèbres sont essentielles pour estimer la taille et la robustesse. Chez un serpent géant, chaque vertèbre indique un corps conçu pour supporter la masse et répartir la force. Un grand constricteur a besoin d'un squelette axial capable de résister à sa propre pression lors de la constriction et aussi de soutenir la torsion en se déplaçant dans l'eau et sur terre. La musculature, chez un tel animal, serait monumentale. Il ne s'agit pas d'un tube mou, c'est un système de levier musculaire répété sur des mètres et des mètres de corps. L'aspect terrifiant de la titanoboa réside aussi dans sa façon de tuer. Contrairement à un prédateur qui blesse et laisse s'échapper, la constriction implique un contrôle absolu. Quand l'animal s'enroule, la proie entre dans une situation de perte progressive de capacité. Chaque inspiration tente de resserrer le cercle, chaque mouvement devient une dépense d'énergie inutile. En quelques instants, le corps cède. C'est une mort silencieuse, sans cri, sans poursuite longue. Dans l'eau, de plus, la panique se mêle à l'absence de support. Une proie coincée sur une rive boueuse a moins d'options. La titanoboa aurait été spécialiste de la conversion de l'environnement en partie de son arme. Jeckelopterus. Avant que les vertébrés ne dominent les mers avec des nageoires puissantes et des mâchoires complexes, il y eut un autre type de prédateurs qui, pendant un temps, occupèrent la place la plus élevée dans l'eau. Les euryptérides, connus populairement sous le nom de scorpions de mer. Ce n'étaient ni des poissons, ni des reptiles, ni des céphalopodes. C'étaient des arthropodes, parents lointains des araignées et des scorpions, avec corps segmentés, appendices spécialisés et un design semblant fait pour patrouiller les eaux anciennes comme une arme biologique. Parmi ce groupe, l'un des noms les plus inquiétants est le Jeckelopterus, un euryptéride de taille exceptionnelle qui transforma le silurien et le dévonien en un monde où un arthropode pouvait être le prédateur dominant. Le Jeckelopterus a vécu il y a environ 430 à 390 millions d'années, sur une période couvrant le silurien supérieur et le dévonien inférieur. À cette époque, la vie terrestre commençait tout juste à faire ses premiers pas. Des plantes simples colonisaient les rives, les arthropodes commençaient à explorer les environnements terrestres, et les vertébrés aquatiques n'avaient pas encore atteint la suprématie qu'ils auraient plus tard. Les mers et plans d'eau étaient des laboratoires évolutifs où différents groupes concouraient pour occuper des niches de prédateurs. Ce qui rend le Jeckelopterus particulièrement intimidant, c'est sa taille estimée. À partir de fossiles partiels, des longueurs ont été proposées le plaçant parmi les plus grands arthropodes connus. Bien que les chiffres exacts dépendent du matériel disponible et des reconstructions, l'idée centrale est claire. Il était assez grand pour rivaliser, dans son écosystème, avec tout autre prédateur. Et cela en soi est inquiétant. Un arthropode de grande taille implique un animal avec exosquelette, pinces ou appendices raptoriaux et une méthode d'attaque très différente de celle d'un requin ou d'un poisson. Son anatomie suivait le modèle euryptéridé, un corps allongé, segmenté, avec un carapace frontal protégeant les organes vitaux et une série d'appendices ayant des fonctions distinctes. Parmi ces appendices, certains servaient de pattes pour se déplacer sur le fond ou stabiliser le corps dans l'eau, tandis que d'autres pouvaient être de véritables outils de capture. Dans de nombreuses euryptérides, une paire d'appendices antérieurs est modifiée en pinces ou griffes pour attraper des proies. Chez le Jeckelopterus, cette capacité aurait été amplifiée par sa taille et sa robustesse. Le mode de vie de ces animaux s'interprète à partir de leur morphologie et du contexte géologique. Le Jeckelopterus est associé à des milieux d'eau douce ou saumâtre, pas nécessairement en pleine mer. Cela est important car cela change le type d'écosystème. Rivières, lagunes et estuaires sont des zones de haute productivité, avec abondance de proies potentielles et refuges, mais aussi des conditions changeantes. Un grand prédateur dans ces environnements peut devenir le régulateur du système, le facteur qui détermine quelles espèces prospèrent et quelles espèces restent de petite taille ou adoptent des comportements d'évitement. Qui chassait le Jeckelopterus ? Aux Siluriens et aux Dévoniens inférieurs existaient des poissons cuirassés primitifs.
des poissons sans mâchoire et d'autres formes de vertébrés précoces, ainsi que de gros invertébrés. Un euryptéride de grande taille pouvait attaquer des poissons, surtout s'il pouvait les surprendre ou les intercepter dans des zones peu profondes. Il pouvait aussi se nourrir d'autres arthropodes, vers, mollusques, et pratiquement tout animal qu'il pouvait dominer physiquement. Son avantage n'était pas forcément la vitesse maximale, mais le contrôle. Un corps blindé, des appendices capables de saisir et une bouche avec pièces pour broyer ou déchirer. Et là, apparaît un trait terrifiant du point de vue biologique. L'attaque d'un euryptéride n'est pas une morsure nette, mais une saisie. Une proie capturée par des appendices raptoriaux est immédiatement immobilisée. Les arthropodes modernes donnent un indice. Quand une mante attrape, quand un crabe saisit, quand un scorpion prend, le combat se définit par la capacité à maintenir le contrôle. Chez le Jeckelopterus, ce contrôle se traduit par une scène de force mécanique. Pinces ou bras qui serrent, poussent ou maintiennent, tandis que d'autres parties du corps traitent la proie. Ce n'est pas un prédateur qui mord et lâche. C'est un prédateur qui capture et gère sa proie. L'exosquelette influe également. Un corps segmenté et blindé offre une protection contre les morsures et les chocs. Dans un monde où les poissons cuirassés commençaient à évoluer et où d'autres prédateurs existaient, une carapace externe était un avantage défensif, mais cela a un coût. Grandir implique une mue, et la mue implique vulnérabilité. Cependant, le succès et l'expansion des euryptérides indiquent que ce coût était gérable et que, tant qu'ils dominaient, leurs avantages surpassaient les risques. Le Jeckelopterus, comme l'un des géants du groupe, représente le sommet de cette stratégie. Un arthropode qui non seulement survit, mais impose les règles. Son existence témoigne aussi d'un moment historique particulier de la vie, un monde où les vertébrés ne monopolisaient pas encore le sommet écologique. Dans le Dévonien, les poissons se diversifièrent et intensifièrent la compétition aquatique. Ce processus, combiné aux changements environnementaux, reconfigura les écosystèmes aquatiques. Les euryptérides, après un long succès, commencèrent à décliner. Ils ne disparurent pas immédiatement, mais leur domination diminua. L'histoire du Jeckelopterus se situe à cette frontière, quand il était encore possible qu'un arthropode soit le prédateur le plus redoutable de l'eau. En termes de terreur préhistorique, le Jeckelopterus représente quelque chose de différent des grands prédateurs classiques. Il incarne l'idée que la suprématie peut venir d'un design étranger aux vertébrés. Il n'y a pas de mâchoire pleine de grandes dents. Il y a des pinces, une segmentation, un corps comme armure articulée. Le danger n'est pas une longue poursuite, c'est la proximité d'eau où un prédateur blindé peut surgir du fond ou d'un banc de sédiments, saisir avec ses appendices et entraîner S. Phoberomys pattersoni. Au Cénozoïque sud-américain, il existait une règle non écrite. L'isolement et la diversité des environnements permettaient à certaines lignées de pousser les limites de la taille jusqu'à des niveaux qui semblent improbables aujourd'hui. Dans ce contexte, les rongeurs ont également eu leurs géants. Parmi eux se distingue le Phoberomys pattersoni, un rongeur aux proportions extraordinaires qui transforme une idée simple en quelque chose d'inquiétant. Un herbivore qui, par sa taille et sa présence, cesse d'être perçu comme un rongeur et commence à s'imposer comme une force du paysage. Le Phoberomys pattersoni a vécu durant le Miocène en Amérique du Sud, à une époque où le continent conservait encore de nombreuses singularités fauniques. Bien que son registre soit associé à des environnements fluviaux et de plaine, l'essentiel est que son existence implique des écosystèmes disposant de ressources suffisantes pour soutenir de grands animaux. Végétation abondante, cycle d'eau stable et mosaïque d'habitats où un herbivore massif pouvait se nourrir sans épuiser immédiatement son environnement. Ces fossiles ont été particulièrement liés aux régions du nord de l'Amérique du Sud, dans des contextes suggérant proximité de rivières, deltas ou zones humides. La raison pour laquelle le Phoberomys paraît terrifiant n'est pas la prédation, mais l'échelle. Un herbivore gigantesque, même sans intention agressive, peut être dangereux par accident, pour se défendre et par impact écologique. Sa taille le place dans une catégorie où l'interaction physique devient critique. Chez les animaux modernes, un hippopotame n'est pas un prédateur spécialisé, mais il est l'un des animaux les plus dangereux de son environnement. Avec le Phoberomys, c'est un concept similaire. Un rongeur géant n'a pas besoin de crocs de carnivore pour être intimidant.
Son corps suffit à imposer le respect. Anatomiquement, le Phobéromys appartenait au groupe des rongeurs caviomorphes, la grande lignée sud-américaine qui inclut des formes modernes comme les capybaras, pacas et chinchillas, bien que, évidemment, à des échelles très différentes. Les caviomorphes sont arrivés en Amérique du Sud il y a des millions d'années et se sont diversifiés dans de multiples niches. Certaines lignées ont évolué vers le gigantisme et le Phobéromys n'a pas été le seul rongeur géant, mais l'un des plus remarquables par ses dimensions et sa masse estimée. Le corps d'un rongeur est construit autour d'un outil fondamental, les incisives. Chez tous les rongeurs, elles poussent continuellement et s'usent par usage. Dans un animal géant, cet outil devient encore plus significatif. Il peut couper des tiges dures, ronger l'écorce et traiter une végétation résistante. Il ne s'agit pas seulement de manger de l'herbe, il s'agit d'avoir une bouche capable de gérer des plantes que d'autres herbivores n'exploitent pas aussi bien. La mâchoire, les muscles faciaux et le crâne d'un grand rongeur doivent supporter des forces de morsure considérables, non pour tuer, mais pour broyer et couper de façon soutenue pendant des heures. Si le Phobéromys menait une vie liée aux zones humides, sa comparaison fonctionnelle avec le capybara moderne devient inévitable, bien que multipliée à grande échelle. Le capybara actuel est semi-aquatique. Il utilise l'eau comme refuge, se déplace aisément sur les berges et peut plonger pour échapper. Un rongeur géant du Miocène aurait pu utiliser l'eau de manière similaire, comme voie d'évasion face aux prédateurs, espace thermique pour réguler la température et barrière physique pour se protéger. Dans un environnement avec des carnivores, la semi-aquaticité est une stratégie solide. Elle réduit le nombre d'attaquants capables de suivre l'animal et offre un milieu où la taille impose le respect. Mais l'existence d'un herbivore si grand soulève automatiquement la question de ses prédateurs et concurrents. Au Miocène sud-américain, il existait des carnivores notables, marsupiaux carnivores de grande taille, oiseaux du terror dans certains environnements et, à certains moments, d'autres prédateurs capables d'attaquer des animaux moyens. Face à ce panorama, un Phobéromys adulte aurait été une cible difficile. Les prédateurs choisissent généralement des proies offrant un équilibre entre risque et récompense. Un animal de grande taille augmente la récompense, mais aussi le risque. Il peut résister, blesser, entraîner l'attaquant dans un combat coûteux. Ainsi, la taille devient une défense passive, changeant la dynamique écologique. Un herbivore géant peut se déplacer avec confiance dans des zones où d'autres vivent dans la peur constante. Cette confiance ne signifie pas une tranquillité absolue. Les grands animaux sont souvent territoriaux ou au moins défensifs. Ils peuvent réagir aux menaces par des charges ou des morsures. Chez un rongeur géant, une morsure n'est pas triviale. Les incisives sont des ciseaux d'émail. Chez les rongeurs modernes, une morsure peut couper du bois, perforer des matériaux résistants et infliger de profondes blessures. Chez le Phobéromys, cette capacité est amplifiée. Ce n'est pas une arme conçue pour tuer en combat, mais en défense, elle peut être dévastatrice. Et si l'animal vivait en groupe ou près de l'eau, il pouvait également utiliser sa masse pour pousser, écraser ou coincer. Hallucigenia. La Hallucigenia a vécu au Cambrien il y a plus de 500 millions d'années, à une époque où la vie multicellulaire se diversifiait de manière explosive. Cette période est connue pour l'apparition rapide de plans corporels distincts, arthropodes, vers, éponges, organismes à symétrie variée et combinaisons de structures aujourd'hui disparues. Une grande partie de ce que l'on sait sur la Hallucigenia provient de gisements fossiles exceptionnels, comme le célèbre Burgess Shale au Canada et des sites équivalents ailleurs. Dans ces sites, la préservation d'organismes à corps mou permet de voir des détails qui disparaîtraient normalement sans laisser de traces. L'histoire de la Hallucigenia est presque aussi inquiétante que l'animal lui-même, car elle a été mal interprétée pendant des décennies. Dans les premières études, le fossile semblait montrer un corps allongé avec une rangée d'épines rigides sur un côté et des appendices mous sur l'autre. Comme l'organisme est petit et que les fossiles sont souvent aplatis, il n'était pas facile de distinguer le haut du bas, l'avant de l'arrière. Ainsi, la Hallucigenia a été initialement reconstruite à l'envers. On pensait qu'elle marchait sur ses épines et que ses appendices mous étaient des tentacules en l'air. Avec le temps, des analyses plus fines et de nouveaux spécimens ont permis de corriger l'orientation. Le résultat fut, si possible, encore plus étrange. L'animal marchait sur ses pattes molles et portait les épines comme défense dorsale.
Cette correction n'a pas diminué sa bizarrerie, elle l'a multipliée. La Hallucigenia était un organisme petit, au corps tubulaire et avec une série de pattes lobopodiales rappelant les onychophores modernes, les vers velus, bien que la Hallucigenia n'en fût pas directement un. Sur le corps, une ligne d'épines rigides émergeait comme un champ d'épines. Dans un monde marin cambrien où existaient de premiers prédateurs arthropodes et d'autres animaux capables de saisir et broyer, un système défensif de ce type avait du sens. Non pour attaquer, mais pour rendre la capture difficile, douloureuse ou impossible. La terreur que suscite la Hallucigenia provient de 3 éléments combinés. Le premier est la disproportion entre sa taille et son armement. Dans les écosystèmes modernes, les petits animaux se défendent par camouflage, venin ou vitesse. La Hallucigenia se défendait par des épines, comme si la solution évolutive pour ne pas être mangée était de devenir un objet impossible à avaler. Pour un prédateur cambrien, avaler quelque chose d'épineux pouvait signifier des lésions internes ou rester coincé. La sélection naturelle favorise donc des proies qui ne sont pas nécessairement invisibles, mais inconfortables. Le deuxième élément est sa morphologie ambiguë, qui oblige encore aujourd'hui à des interprétations prudentes. Chez la Hallucigenia, distinguer la bouche, les organes sensoriels et la direction du mouvement n'est pas trivial. Ce n'est pas seulement un défaut du registre fossile, cela reflète un moment où les plans corporels étaient en construction. Au Cambrien, la vie expérimentait l'organisation du corps. Où mettre la bouche, comment distribuer les appendices, quel type de symétrie adopter, comment se protéger. Le troisième élément est ce que son étude révèle sur l'évolution des grands groupes animaux. La Hallucigenia est liée au groupe des panarthropodes, qui inclut arthropodes, onychophores et tardigrades. En d'autres termes, cet animal étrange fait partie de l'histoire profonde de lignées qui dominent aujourd'hui la planète en diversité. Cela signifie que sa bizarrerie n'est pas une impasse, c'est un fragment de la généalogie de structures qui deviendront communes plus tard. Ces pattes lobopodiales ont été interprétées comme partie de la transition vers des appendices articulés chez les arthropodes. Ces épines suggèrent que, dès le départ, la défense physique était un moteur évolutif clé. Dans l'écosystème cambrien, la Hallucigenia cohabitait avec des animaux qui semblent eux aussi impossibles aujourd'hui. Des formes comme Anomalocaris, de grands prédateurs avec appendices frontaux, des trilobites et autres arthropodes, des vers à mâchoires, des organismes filtrateurs et des créatures vivant sur ou dans le sédiment. C'était un monde marin où la prédation s'intensifiait. Cette intensification produit souvent une course aux armements. Les proies développent des défenses, les prédateurs développent des outils pour les surmonter. La Hallucigenia, avec ses épines, fait partie de ce processus. Arthropleura. Dans l'histoire de la vie terrestre, il y eut un moment où le sol n'appartenait pas seulement aux reptiles ou aux mammifères. Il appartenait aux arthropodes géants. Aux carbonifères, lorsque les forêts marécageuses couvraient d'immenses étendues et que la composition de l'air était différente. Certains invertébrés atteignirent des tailles qui paraissent aujourd'hui exagérées. Parmi eux, Arthropleura se distingue comme l'une des créatures les plus inquiétantes ayant jamais marché sur la terre ferme. Un myriapode géant, au corps segmenté et blindé, capable de glisser entre les troncs et les fougères comme une machine vivante. Arthropleura a vécu principalement au Carbonifère supérieur, il y a plus de 300 millions d'années, et son registre s'étend jusqu'au Permien inférieur. Des restes et des empreintes ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui l'Europe et l'Amérique du Nord. À cette époque, la Terre était dominée par de vastes forêts de lycopodes, de prêles et de fougères arborescentes. Ce n'étaient pas des forêts comme celles d'aujourd'hui. Ce furent des écosystèmes humides, denses, au sol mou, à l'eau stagnante et avec une énorme quantité de matière végétale en décomposition. Cet environnement, en plus de fournir refuge et nourriture, créait des microclimats stables, idéaux pour les arthropodes dépendant du milieu pour réguler humidité et température. Le facteur qui permet de comprendre le gigantisme d'Arthropleura est à la fois physique et atmosphérique. Au Carbonifère, les niveaux d'oxygène atmosphérique étaient, de manière générale, plus élevés qu'aujourd'hui. Pour de nombreux arthropodes qui respirent via un système de trachée, une plus grande disponibilité en oxygène peut faciliter des tailles supérieures car le transport de l'oxygène dans le corps devient moins limitant.
Cela ne signifie pas que l'oxygène soit la seule cause, mais cela aide à expliquer pourquoi, à cette époque, les invertébrés pouvaient atteindre des dimensions que l'on observe rarement de nos jours. Arthropleura possédait un corps long, aplati et segmenté, avec des plaques dorsales formant une sorte d'armure. Son apparence, dans les reconstitutions, évoque un mille-pattes gigantesque ou un diplopode colossal, avec de multiples pattes latérales et une locomotion ondulante. Et c'est ici que surgit l'une de ses grandes particularités. Malgré son aspect menaçant, les preuves suggèrent qu'Arthropleura était principalement herbivore ou détritivore, se nourrissant de matière végétale et de débris organiques. Cela, loin de diminuer son côté inquiétant, le rend encore plus étrange. Un animal qui semble conçu pour la guerre, mais qui pouvait passer ses journées à broyer des plantes et parcourir le sous-bois. La terreur que provoque Arthropleura vient de l'imagination de la présence physique d'un arthropode de taille énorme. Les arthropodes modernes suscitent déjà le rejet chez beaucoup de personnes à cause de leur forme et de leurs mouvements. Amplifier cela à une échelle gigantesque transforme le quotidien en cauchemar biologique. Un corps segmenté, avec des dizaines de pattes se déplaçant en coordination, avançant silencieusement sur un sol humide, provoque une réaction instinctive, même si l'animal n'est pas agressif. Et au Carbonifère, ce corps n'était pas étrange, il faisait partie du paysage. La locomotion d'Arthropleura suggère également puissance. Un animal de grande taille, avec de multiples pattes, nécessite une structure robuste pour se soutenir et se déplacer sans s'effondrer. Les empreintes fossiles associées aux grands myriapodes indiquent un déplacement ferme, capable de parcourir des surfaces molles et de franchir des obstacles. Dans une forêt marécageuse, bien se déplacer est un avantage. Cela permet d'accéder aux ressources, d'échapper aux dangers et d'explorer de vastes territoires. Arthropleura, en raison de sa taille, n'avait pas besoin de se cacher dans de petites fissures. Sa stratégie était autre. Être grand, résistant et capable de pousser l'environnement à son avantage. En ce qui concerne les prédateurs, la vie terrestre du Carbonifère incluait de grands amphibiens et d'autres arthropodes prédateurs, bien que la diversité des grands vertébrés terrestres soit encore limitée par rapport aux époques suivantes. Cela signifie qu'un Arthropleura adulte pouvait avoir relativement peu d'ennemis capables de l'attaquer avec succès. Ses plaques dorsales servirent de défense passive contre les morsures et sa taille en faisait une cible coûteuse. Même si un prédateur tentait de l'attaquer, le risque de se retrouver coincé sous un corps lourd ou d'être blessé par la résistance de l'exosquelette pouvait décourager l'agression. Le régime herbivore ou détritivore ouvre également une interprétation écologique importante. Arthropleura pouvait être un processeur de biomasse à grande échelle. Dans les forêts carbonifères, la matière végétale était immense et, dans de nombreux cas, difficile à décomposer rapidement. Un grand invertébré capable de broyer et fragmenter les plantes contribuait à la circulation des nutriments et à la structure du sol. En d'autres termes, il ne vivait pas seulement dans l'écosystème, il le modifiait. Il marchait, remuait, broyait et laissait des traces influençant les micro-habitats d'autres organismes. Cependant, il ne faut pas sous-estimer son potentiel de danger défensif. Même un herbivore peut être agressif s'il se sent menacé. Un Arthropleura de grande taille pouvait utiliser son corps comme arme, pousser, écraser, coincer. Son exosquelette segmenté et ses multiples pattes lui donnaient la stabilité nécessaire pour résister. Si un grand amphibien l'attaquait, la défense pouvait se résumer à tourner, durcir le corps, presser contre le sol et utiliser sa masse pour contrarier la morsure. Il n'était pas nécessaire de mordre ou d'empoisonner, il suffisait de ne pas céder. La disparition d'Arthropleura coïncide avec des changements environnementaux et atmosphériques. Au fur et à mesure que le Carbonifère laissait place au Permien, les climats changèrent. De nombreuses forêts marécageuses se réduisirent et la composition de l'air varia également. La perte de vastes habitats humides et la réorganisation des écosystèmes terrestres ont probablement réduit les conditions idéales pour un arthropode géant. Mosasaurus. Au Mésozoïque tardif, lorsque les dinosaures dominaient la terre ferme, l'océan n'était pas un décor secondaire. C'était un monde à part entière, avec des prédateurs spécialisés et une hiérarchie brutale. À la fin du Crétacé, l'un des groupes de reptiles marins les plus prospères fut celui des mosasaures, et parmi eux, le nom qui devint synonyme de suprématie est Mosasaurus. Ce n'était pas un dinosaure marin,
C'était un lézard adapté à l'eau, un reptile qui transforma l'anatomie de ses ancêtres terrestres en un outil de chasse océanique. Le Mosasaurus a vécu il y a environ 70 à 66 millions d'années vers la fin du Crétacé, juste avant l'extinction massive qui clôtura l'ère. Ces restes ont été retrouvés dans d'anciens mers couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres régions, à une époque de niveaux marins élevés et de vastes plateformes marines. L'univers du Mosasaurus incluait un océan riche en vie. Grands poissons osseux, requins, ammonites, bélemnites, reptiles marins variés et oiseaux primitifs. Dans ce contexte, le Mosasaurus occupait le rôle de prédateur suprême, capable de décider de la liberté de mouvement ou de la peur des autres animaux. Son corps était celui d'un chasseur conçu pour l'eau ouverte. Il possédait un torse allongé, des membres transformés en nageoires et une puissante queue. Pendant longtemps, on imagina les mosasaures avec une queue de lézard, mais les reconstructions modernes, basées sur des fossiles avec empreintes de tissu mou, suggèrent que beaucoup avaient une queue plus hydrodynamique, avec une nageoire caudale augmentant l'efficacité de propulsion. Le Mosasaurus n'était donc pas maladroit. C'était un nageur compétent, capable d'accélération et de déplacement soutenu en pleine mer. L'élément le plus inquiétant se trouve cependant dans la tête. Le Mosasaurus avait un crâne imposant, des mâchoires robustes et des dents coniques conçues pour saisir et retenir, non pour découper délicatement. Dans un prédateur marin, cette conception est logique. Sous l'eau, une proie peut s'échapper d'un seul mouvement si elle n'est pas solidement tenue. Les dents servent à ancrer, percer et empêcher que la proie ne glisse. De plus, le Mosasaurus possédait des articulations crâniennes permettant une certaine flexibilité et d'ouvrir grand la bouche, utile pour avaler de grandes proies ou manipuler des animaux trop volumineux pour être ingérés d'un seul coup. Un trait des mosasaures qui amplifie la terreur de leur technique de chasse est la possible présence d'une rangée secondaire de dents sur le palais, fonctionnant de manière similaire à ce que l'on observe chez certains reptiles et, de façon plus extrême, chez les serpents à dents palatines. Chez les mosasaures, ces dents internes auraient aidé à maintenir et diriger la proie vers la gorge, transformant la bouche en véritable piège. Le résultat est une capture avec peu de chances d'évasion, dents externes qui tiennent, dents internes qui guident, et mâchoires capables d'appliquer une force continue pendant que le corps stabilise le mouvement. Le Mosasaurus avait un large éventail de proies, grands poissons, requins, oiseaux marins et autres reptiles marins plus petits. Il existe également des preuves d'interaction avec ammonites et autres invertébrés à coquilles, bien que le degré de spécialisation varie selon les espèces. L'important est que le Mosasaurus était assez grand et puissant pour être opportuniste. Il n'était pas limité à un type de proie. Dans un océan crétacé où la disponibilité alimentaire variait selon les régions et les saisons, cette flexibilité le rendait encore plus dominant. La terreur, d'un point de vue écologique, est la présence d'un chasseur qui n'a pas besoin de conditions parfaites. Il peut attaquer en embuscade ou en poursuite, capturer dans la colonne d'eau ou près de la surface, profiter de proies blessées ou de charognes, et rivaliser avec de grands requins, non pas toujours, mais comme prédateur capable de s'imposer dans certains contextes. Dans les océans modernes, la présence de grands requins modifie déjà le comportement de tout un écosystème. Au Crétacé tardif, le Mosasaurus remplissait ce rôle avec un corps reptilien et une bouche conçue pour la rétention absolue. Sa technique de chasse combinait probablement approche directe et coups de vitesse. Un grand mosasaure n'a pas besoin de manœuvres délicates s'il peut combler la distance et mordre avec force. Sous l'eau, le choc d'un prédateur massif suffit à déstabiliser la proie. Ensuite, la morsure fixe le contact et l'animal peut secouer, tourner ou pousser pour arracher ou repositionner la proie pour l'avaler. Chez les reptiles modernes, comme les crocodiles, le death roll est une stratégie de déchirement. Chez les mosasaures, certaines capacités de torsion et de mouvement corporel pouvaient remplir une fonction similaire, selon l'espèce et la taille relative de la proie. Un autre élément inquiétant est que le Mosasaurus vivait dans un océan où la visibilité pouvait varier. Les zones côtières, plateformes et mers intérieures présentaient eau trouble, courants et variations de lumière. Un grand prédateur pouvait en tirer parti, approcher par en dessous, attaquer sur le côté, profiter des ombres. Pour une proie, la menace n'était pas toujours visible avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'eau, le son et la vibration se propagent différemment, pouvant confondre ou alerter, mais souvent trop tard.
La terreur ici est celle de la surprise dans un milieu tridimensionnel. Contrairement à de nombreux prédateurs terrestres, un grand prédateur marin est moins théâtral dans son attaque, pas de rugissement, seulement mouvement et pression. L'événement de chasse peut être silencieux. Un mosasaurus en poursuite peut apparaître comme une ombre grandissante, une masse qui déplace l'eau puis l'impact. Son arme principale n'est pas la poursuite prolongée, mais la combinaison de vitesse suffisante, de masse et d'une bouche transformant le contact en contrôle. Le mosasaurus disparut à la fin du Crétacé avec les ammonites, les ptérosaures et les dinosaures non-aviens, lors de la grande extinction liée à un impact et aux changements environnementaux globaux. Le kraken du Trias. Certains fossiles ne décrivent pas seulement un animal, mais ouvrent un débat sur le comportement, l'intelligence et des scènes trop complexes pour un monde si ancien. Au Trias, bien avant que les dinosaures dominent pleinement la Terre, les océans se reconstruisaient après la grande extinction de la fin du Permien. Ce monde marin triasique était étrange, nouveau, rempli de niches ouvertes et d'expérimentations évolutives. Dans ce contexte apparaît l'idée controversée du kraken du Trias, qui ne fait pas référence à un monstre mythique au sens littéral, mais à une possible interaction prédatrice entre de grands céphalopodes et reptiles marins. Le point de départ est un site fossilifère spécifique du Trias tardif, où de nombreux restes de reptiles marins, notamment d'ichthyosaures, ont été découverts. Les ichthyosaures étaient des reptiles aquatiques, au corps hydrodynamique, avec un mode de vie comparable à celui des dauphins ou des gros poissons. Le gisement montre un ensemble remarquable d'ossements et, selon certaines interprétations, certains motifs de disposition qui ne semblent pas entièrement aléatoires. C'est là que surgit l'hypothèse du kraken, l'idée qu'un grand céphalopode aurait pu attaquer, tuer ou manipuler des ichthyosaures, laissant des indices indirects. En paléontologie, le comportement est plus difficile à démontrer que l'anatomie. Un os raconte ce que l'animal était, rarement ce qu'il a fait. Cependant, certains motifs peuvent suggérer des interactions. Marques de morsure, fractures spécifiques, accumulation de restes, dispositions répétées au même endroit. L'hypothèse du kraken propose que certains ensembles d'ossements montrent des signes de manipulation, comme si quelque chose avait réorganisé les squelettes. Notamment, des vertèbres disposées de manière frappante ou des concentrations qui ne s'expliquent pas seulement par le transport par courant. Certains spécialistes pensent que ces motifs peuvent s'expliquer par la sédimentation, les courants, la décomposition et le transport. D'autres voient une disposition trop ordonnée pour être fortuite. Cette tension fait l'intérêt. Le kraken du Trias n'est pas un animal décrit par un squelette complet. C'est une hypothèse construite sur un scénario fossile et ce que nous savons des capacités des céphalopodes aujourd'hui. Si l'on accepte cette hypothèse, même comme possibilité, le tableau est inquiétant. Un grand céphalopode aurait pu utiliser le fond marin comme aire d'alimentation, saisir un ichthyosaure, l'immobiliser ou le noyer, arracher des parties molles avec son bec, puis laisser le squelette partiel là où il répétait ce comportement. La saisie est clé. Bras puissants, ventouses ou crochets, force musculaire capable de vaincre la résistance d'un reptile marin. Dans l'eau, le combat est différent de la terre ferme. La flottabilité modifie le poids effectif et un animal avec plusieurs appendices peut contrôler la direction et l'équilibre de l'autre. Un céphalopode de grande taille n'a pas besoin de mordre comme un requin. Il doit envelopper, tenir et appliquer le bec sur un point vulnérable. Les céphalopodes ont en plus un avantage rarement présent chez les prédateurs vertébrés, la manipulation. Une pieuvre moderne peut déplacer des objets, ouvrir des coquilles, se cacher, utiliser l'environnement. Transposé à un céphalopode géant dans un océan triasique, cela pourrait donner des comportements alimentaires laissant des motifs inhabituels, accumuler des restes, déplacer des parties dures après consommation, choisir des zones spécifiques pour traiter les proies. L'idée d'un invertébré organisant un espace alimentaire est étrange, mais pas étrangère à ce que l'on observe aujourd'hui chez les pieuvres qui accumulent coquilles ou restent près de leur refuge.